Hein? OK. Je t'invite. Ouais. J'en ai pas, pas. Ça marche? Tu vois la.
On va commencer. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Pour la plupart d'entre vous, vous arrivez d'un bon voyage. J'espère que votre arrivée s'est bien faite au Québec. Il n'y a pas trop de plis qui vous est arrivé. Donc, on fait la présentation pour les programmes aux études supérieures. Donc, la plupart d'entre vous, vous êtes inscrits à une maîtrise ou au doctorat, peut-être certains d'entre vous. Donc, on va présenter les personnes qui sont aussi en double diplôme. Donc, vous êtes inscrits toujours inscrits à votre programme dans votre pays d'origine. Et vous êtes inscrits ici à Sherbrooke. Donc, à la fin, vous allez avoir un diplôme d'ici et de votre université. Ceux qui sont inscrits, ceux et celles qui sont inscrits à la maîtrise en informatique, la maîtrise en génie logiciel, doctorat en informatique, et les personnes qui sont en échange et qui ne sont pas inscrits ou inscrites explicitement à un diplôme. Donc, avant de commencer, on va faire les présentations. Je me présente, Gabriel Girard, je suis le directeur du département pour quelques mois encore. La personne qui risque de me remplacer, qui est ici aujourd'hui, c'est Marie-Flavie Auclair-Fortier, qui va être à la direction du département. Et la personne qui est la directrice adjointe aux études supérieures, c'est Aïda Wangrawa, qui est ici aussi. Donc, si jamais vous avez des problèmes, moi, Marie ou Aïda, on est ici pour vous aider. Et si vous avez des problèmes, toujours venir nous voir. Mais en premier lieu, il y a quand même une première ligne qui est composée des personnes suivantes. Michel Casabon, Marie-Pierre Ménard, et plus important, c'est Julie, qui est au département, qui va vous accompagner tout le long de votre programme, et José Lamoureux. Michel Casabon et Marie-Pierre Ménard et José Lamoureux travaillent à la faculté. Donc, quand vous voulez les rencontrer, c'est au D3 1036, qui est le local de la faculté. Et Julie travaille au département. Donc, si vous avez des problèmes immédiats, c'est plus Julie qui va répondre à vos questions. Et si Julie n'est pas capable de répondre, elle va faire appel à Aïda, Marie ou moi. Donc, c'est les personnes importantes que vous allez avoir à rencontrer au fil de vos études. OK. Il y a plusieurs sites qu'on vous fournit, que vous allez utiliser pendant toutes vos études dans info.sherbrooke.ca, que vous pouvez scanner là pour avoir accès direct. Vous allez avoir accès à plusieurs sites web qui vous sont fournis, comme il y a un site sur lequel vous faites votre inscription au cours. Il y a un autre site pour lequel vous avez tous les plans de cours qui sont disponibles. Okay. Un autre site sur lequel vous avez les horaires de cours. Vous pouvez aller là et regarder les cours que vous pouvez prendre, vérifier s'il y a des conflits d'horaires, etc. Les remises de devoirs. Il y a un logiciel qui s'appelle Turn-In, qui est utilisé pour tout remettre vos devoirs, vos TP, vos travaux pratiques et exercices. Et souvent, plusieurs utilisent Moodle aussi comme logiciel pour toutes les notes de cours, tous les cours, tout ce qui est en ligne pour le cours est souvent mis sur Moodle. C'est un logiciel pour les cours. Et évidemment, vos notes de devoirs et d'examen sont souvent, pour certaines personnes, ils le mettent sur Moodle, mais pour d'autres, le logiciel officiel utilisé par la faculté, c'est Genote, G-E-N-O-T-E, et non pas J-E-N-O-T-E, qui est disponible aussi à partir de ce site-là. Donc, si vous l'avez ici comme exemple, donc ici, vous avez accès à plan de cours, Turn-In, Moodle ou Genote.
plan de cours, c'est pertinent. Tous les cours que vous voulez suivre, vous suivez. Vous pouvez retrouver le plan de cours sur ce site-là. Turn-in, c'est pour la soumission des travaux. Moodle pour les cours et GeNote, c'est pour tous les résultats des cours. Les résultats se retrouvent sur GeNote ou parfois sur Moodle. Parce que Moodle gère à peu près tout aussi. Vous n'aurez pas de projet, mais si vous avez des projets à faire, il y a des sites de projets sur lesquels on utilise, par exemple, GitLab pour héberger toutes les sources que vous partagez en équipe. Et il y a des sites pour les projets disponibles. Donc, c'est un site, une adresse à retenir pour tous vos besoins pendant vos études. Il y a d'autres informations disponibles, d'autres sites que vous pouvez utiliser. Casius. Maintenant, quand on a un problème informatique, on va sur Casius, qui est un outil qui sert à apporter les problèmes. Si vous avez des problèmes avec votre CIP, c'est là qui ont des problèmes à avoir leur CIP. Aucun? C'est votre identificateur de l'Université de Sherbrooke. Les 3 noms de famille, la lettre du prénom et 4 lettres, 4 chiffres. Vous n'avez pas eu aucun problème? Good, c'est super, parce qu'il y en a qui en ont eu la semaine passée. Tant mieux. Le site des inscriptions, le support informatique de la rentrée, pendant les 3 jours de la rentrée, c'est-à-dire demain, mardi, mercredi, jeudi, au Centre culturel de l'Université, le service d'informatique va avoir un kiosque pour répondre à toutes vos questions si vous avez des problèmes au niveau informatique. Vous avez sur le site de l'Université, quand vous connectez avec votre CIP, vous avez accès à Mon dossier qui contient toutes les informations sur toutes les informations que vous avez à l'Université de Sherbrooke, vos résultats, vos cours, etc. Tout est dans Mon dossier. GeNote, c'est pour les résultats, on a déjà parlé. Exemption à vertu d'attente internationale. Si vous pensez que vous avez droit à des exemptions de frais de scolarité et d'une entente, il y a un site sur lequel vous pouvez aller et aller chercher l'information sur les ententes. Vous avez aussi un calendrier Outlook que vous avez accès automatiquement sur le site de l'université. Et normalement, tous vos cours auxquels vous êtes inscrits sont automatiquement incorporés dans votre calendrier Outlook. Okay. Donc, vous allez sur votre calendrier Outlook de l'université et vous avez l'horaire de tous vos cours. Il y a le calendrier facultaire qui est sur le site de l'université qui est utile pour vous dire les dates importantes pendant la session. Okay. Il va vous dire, par exemple, quelle est la date limite auquel vous pouvez abandonner un cours, quelle est la date limite à laquelle vous pouvez changer les cours, quels sont les congés, les journées qu'il n'y a pas de cours dans la session, etc. Et il y a le centre de service que vous pouvez aller pour payer vos frais de scolarité, aller chercher un relevé de notes si vous en avez besoin, etc. Donc, c'est tous des sites qui fournissent des services. On va vous mettre la présentation quelque part sur un site web. Julie va vous indiquer où, éventuellement. Et tous les liens sont là dans la présentation. Donc, l'inscription en ligne, c'est obligatoire pour tous. Il y a un site sur qui est horaire web. Vous devez aller sur ce site-là, vous connecter et vous inscrire. Si vous oubliez de vous inscrire, vous pourriez ne jamais pouvoir vous inscrire parce qu'il y a des fois, dans certains cours, il y a des limites de nombre de personnes qu'on accepte dans un cours. Si on accepte maximum 50, vous oubliez de vous inscrire, puis on l'a mis dans un local de 50, plus personne ne peut s'inscrire. Donc, vérifiez les conflits d'horaire. Tout le temps, quand vous voulez vous inscrire, choisissez des cours. Dans votre cas, vous êtes à la maîtrise, vous avez un certain nombre de cours au choix que vous pouvez choisir. Validez quand vous choisissez des cours, il n'y a pas de conflit. Il peut arriver qu'il y a des conflits, la plupart du temps, on les évite, mais les offres de cours et les horaires sont complexes et il arrive parfois qu'il y ait des conflits. Et quand vous choisissez vos cours, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Soumettre mon choix ». Si vous ne le faites pas, vous ne serez pas inscrit. Donc, important, dans votre cas, si vous êtes en maîtrise, vous l'avez déjà fait pour cette session-ci, pour la plupart d'entre vous. Vous le pouvez faire pour la session d'hiver. Et après ça, vous allez le faire pour la session d'été pour vous inscrire si vous partez en stage ou si vous restez pour la session d'été. Oui? À partir de quand sera ouvert les inscriptions pour les cours de la session d'été? Bonne question, Julie. Normalement, c'est à peu près un mois avant le début de la session. À peu près. Donc, à peu près fin novembre, début décembre. Cet été, c'était le 15 juillet, donc un mois et demi
Je dirais qu'au 15 novembre, à peu près, ça devrait ouvrir. Vous allez recevoir un courriel de toute façon pour vous informer. Bon, important, il y a le concept à l'Université de Sherbrooke d'être étudiant ou étudiante à temps complet ou étudiant ou étudiante à temps partiel. À temps complet, il faut avoir à la maîtrise au moins 9 crédits. Il faut savoir c'est quoi un crédit. C'est quoi un crédit? C'est quoi? C'est pas la même chose qu'un CTS en France. Après. Un crédit ici, c'est une quantité d'heures à peu près de travail associée à un cours. La plupart de nos cours sont tous 3 crédits. On associe généralement à un crédit 45 heures de travail réparties sur 15 semaines de session. Donc, un cours de 3 crédits, normalement, c'est 135 heures de travail réparties sur 15 semaines, environ 9 à 10 heures de travail par semaine. Si vous avez 5 cours, 9 fois 5, c'est 45 heures de travail dans vos cours que vous devez faire. Donc, la plupart du temps, les cours sont de 3 crédits. Donc, si vous voulez être inscrit à temps complet, vous devez être inscrit à 3 cours de 3 crédits. Vous devez avoir au moins 3 cours. La plupart d'entre vous avez 4 cours au moins à votre horaire. Donc, vous êtes toutes et tous à temps complet. Donc, si vous êtes inscrite ou inscrit à temps complet, vous avez droit au programme d'exemption des droits de scolarité pour étudiants internationaux et vous devez remplir un formulaire. Les personnes qui viennent de France, ça ne vous concerne pas. Je crois que vous avez déjà les frais de scolarité québécois. Et les personnes qui viennent d'autres pays que la France et la Belgique, il n'y a pas d'entente. Vous payez les frais de scolarité complets, ce qui est assez élevé, mais vous avez droit à des exonérations. Okay. Donc, gênez-vous pas pour remplir. Généralement, ils vous remboursent une bonne partie des frais de scolarité, des frais de scolarité supplémentaires. Oui. Vous pouvez présenter 1 000 avec un cours de 3 crédits. Vous avez 3 cours de 3 000, 5 cours de 5 000, en question. Soit dépendamment de votre parcours, en fait, si vous de la ville, pas 4, 5, mais si vous n'avez pas encore reçu le courriel d'étudiants internationaux, vous pouvez aussi écrire pour avoir accès au formulaire. C'est très rapide, très simple de comme formulaire. Donc, c'est pas. Ça n'enlève pas tous les frais supplémentaires, mais ça vous soulage un peu. Et la date limite, c'est vraiment le 15 septembre. Ouais. Vous l'avez pas rempli avant le 15 septembre. Il faut le remplir pour le 15 septembre ou plus tard. Si vous avez moins de 9 crédits, vous êtes considéré à temps partiel. Et là, à temps partiel, vous perdez à peu près tous les droits de personnes étudiantes. Vous n'avez pas droit aux bourses, vous n'avez pas droit aux exemptions, et votre permis d'études va poser problème. Okay. Donc, vous devez absolument rester à temps complet. Okay. On a déjà vu des gens pas l'être, mais c'est plein de problématiques qui sont associées à ça. Date à ne pas oublier. Bon, on a parlé tantôt de l'horaire facultaire. Bien, il y a des dates là-dessus qu'il ne faut pas oublier. D'ici au 15 septembre, c'est la période de magasinage. C'est comme ça, parce que d'ici au 15 septembre, vous pouvez changer les cours dans votre horaire sans pénalité, sans frais supplémentaires. Donc, vous dites, il y a 5 cours ou 6 cours qui m'intéressent, je vais aller voir les 6 cours, je vais m'inscrire, et après, pour avant le 15 septembre, je vais en lâcher 1 ou 2 de ceux qui, après 2 semaines, ne plaisent pas. Donc, on peut faire une forme de magasinage sans frais, puis ça n'affecte pas notre relevé de notes, etc. Donc, il n'y a pas de mention sur le relevé de notes. Ils ne sont pas facturés, donc vous pouvez l'essayer, ça ne coûtera rien. Donc, la fiche d'inscription est en ligne, vous devez vous inscrire et vous devez aussi aller abandonner. Si vous avez des problématiques à ce niveau-là, vous posez des questions. Julie est là pour vous aider. Aïda et Marie et moi aussi, on est là pour vous aider si jamais vous avez des problématiques à ce niveau-là. Donc, d'ici le 15 septembre, vous pouvez magasiner les cours, mais si vous êtes dans certains programmes, comme si vous êtes dans le programme en intelligence artificielle, il y a des cours obligatoires que vous ne pouvez pas abandonner, à moins que vous lâchiez, changer de programme. OK. Si, à partir du 15 septembre, si vous avez décidé entre le 15 septembre et le 15 novembre d'abandonner un cours parce que
quelque chose va mal dans le cours, vous pouvez l'abandonner. Vous allez avoir une mention sur votre relevé de notes. Ça n'affectera pas votre moyenne, cependant, mais vous allez avoir à le payer. L'activité pédagogique va être payée, mais ça n'affectera pas votre relevé de notes. On parle de moyenne. Bon. On a juste des petits bouts de craie. Je crois qu'il n'y a rien qui mentionne comment calcul de la moyenne après. Hein. Ah. À l'université, les notes sont calculées avec des cotes. Vous pouvez avoir des variations sur A, des variations sur B, des variations sur C, D, E ou W. Donc, vous pouvez avoir A+, A-, A. Et c'est même chose pour B, même chose pour C. Pour D, il y a juste D+, il n'y a pas de D-. Après ça, vous avez E pour échec ou W pour échec par abandon. Si vous, après le 15 novembre, vous décidez d'abandonner une activité, par exemple, vous ne vous présentez pas à l'examen final, vous allez avoir un échec par abandon. C'est la même chose qu'un échec finalement. Ça va compter dans votre moyenne. À côté des lettres, vous voyez des chiffres. Les chiffres correspondent à la valeur pondérée de la cote. Okay? Quand on veut calculer une moyenne de groupe, si vous avez votre moyenne cumulative, si vous avez eu un A dans un cours et B dans un autre, on va prendre 4 plus 3 divisé par 2, ce qui va donner 3,5. Donc, vous allez avoir une cote moyenne de 3,5. Donc, c'est tout le temps une moyenne pondérée de vos cotes. On remplace la cote par le chiffre et on fait une moyenne, on fait la somme, puis on divise par le nombre de cours. Évidemment, c'est pondéré par le nombre de crédits associés au cours. Heureusement, ici, tous les cours sont pour crédits, donc il n'y a pas de pondération à faire dans votre cas. Pour la maîtrise, vous devez absolument maintenir une moyenne au-dessus de 2,7 pour réussir. Autrement dit, 2,7, c'est B-. Si vous avez des notes inférieures à B-, assurez-vous d'avoir des notes supérieures à B- pour que votre moyenne soit au moins à 2,7. Si vous êtes en bas de 2,7, il y a un risque d'exclusion du programme. Quand vous avez une session pour vous remonter si vous avez en bas, mais vous pouvez être exclu du programme. Et vous n'aurez jamais votre diplôme. Ça va pour les moyennes? Puis le calcul de moyenne? Oui? Non, c'est une moyenne de 2,7. Tu peux avoir, mettons, tu peux avoir A et C, ben, ça va te donner 6 divisé par 2, ce qui va te donner 3 de moyenne, c'est correct. C'est la moyenne sur tous les cours que vous avez fait. Donc, si tu fais 4 cours dans une session, tu peux avoir un C dans un cours qui est en bas de 2,7. Tu peux même avoir un B dans un cours si les autres cours te permettent d'avoir une moyenne au-dessus de 2,7. Oui, il faut que tu comprennes. Si tu fais une note base, il faut que tu comprennes par exemple des écrits. Ça va? Oui, c'est. Ça s'applique si vous êtes dans les profils de type cours. Les profils de type recherche, il ne faut absolument pas avoir B- pour aucun cours. Est-ce qu'il y en a qui sont en type recherche? Donc, c'est un peu plus serré, c'est un peu plus exigeant pour vous. Il y a un superviseur, qui assiste tout le long de votre maîtrise. Mais la maîtrise recherche, la façon de calculer est un peu différente. OK. Vous êtes des adultes. Ouais. On n'oblige pas à assister au cours. La présence au cours n'est pas obligatoire. C'est hautement recommandé d'y assister. Le seul moment où la présence est obligatoire, c'est aux examens. Okay? Donc, le seul motif d'absence qui est accepté à l'examen, c'est malade ou le décès d'un proche. Mais dans les deux cas, il faut des preuves. Il y a déjà des personnes comme la grand-père décédé 5 fois. Là, donc, maintenant, il demande une preuve de décès. Okay? Même chose pour la maladie. Vous devez avoir un billet du médecin. Comme quoi, vous étiez vraiment malade.
Donc, ces deux situations-là sont les deux seules qui sont acceptées pour manquer un examen. Qu'est-ce qui arrive si vous arrivez à l'examen, vous dites j'ai raté mon autobus ou mon cadran sonnait trop tard. Puis là, vous arrivez à l'examen, l'examen commençait de 9h à midi, vous arrivez à 11h, ben, il vous reste 1 heure pour faire votre examen. Si vous avez à midi, ben, tout d'abord, vous avez raté votre examen. Il n'y a pas d'arrangements qui sont faits si vous n'avez pas de vraies excuses. C'est peut-être officieux, là, mais c'est entre vous et votre enseignant. Officiellement, aucun arrangement possible. OK. En passant, si vous ratez un examen, il n'y a pas d'examen de reprise. La reprise, c'est le cours au complet. Donc, si vous ratez un examen parce que votre cadran n'a pas sonné, vous recommencez le cours au complet. Donc, vous êtes mis de 2, 3, 4 cadrans pour être sûr si jamais de la difficulté à vous réveiller avec un cadran. Quand vous faites des examens, vous avez le droit de consulter votre copie d'examen. C'est un droit. C'est pas, on ne vous autorise pas gentiment à voir vos examens. Les enseignants et les enseignantes sont obligés de vous montrer votre examen. Ça fait partie du règlement des études de l'université. Allez lire ce document-là, d'ailleurs, il est très plate à lire, mais il est intéressant. Il est ennuyant à lire, excusez mon accent québécois. Il est ennuyant, mais pertinent pour certains règlements qui vous avantagent. Okay. Révision de notes. Si vous recevez votre relevé de notes avec une note, par exemple, B, il me semble que je méritais plus qu'un B. Vous avez toujours le droit de demander une révision de notes. Vous faites une demande de révision à la faculté qui, elle, va transmettre ça au département. Et là, la personne qui vous enseigne va se faire assigner une deuxième personne qui vont toutes valider tous vos résultats de la session pour vérifier est-ce que oui ou non vous méritiez B ou plus. Évidemment, ça a un coût. Normalement, vous payez pour demander une révision de notes. Si la révision fonctionne, je crois qu'on vous rembourse. Si elle ne fonctionne pas, ben, vous perdez votre argent. Et ça aussi, c'est un droit. Donc, si vous pensez que vous le méritez, vous le faites. Service à la vie étudiante. Sur le campus, il y a un service, plusieurs personnes qui sont embauchées par l'université pour offrir des services à la communauté étudiante. Par exemple, à chaque session, il offre un certain nombre d'ateliers qui vous aident à toutes sortes de choses. Par exemple, il y a des ateliers sur comment prendre des notes de cours, comment affronter le stress d'un examen, comment affronter le stress de la page blanche, toutes sortes de formations qui peuvent vous aider d'un bout à l'autre. Il y a aussi un service de psychologie et d'orientation si jamais il y a des problèmes à toutes sortes de niveaux. Dans votre cas, vous êtes à la maîtrise, donc on a parlé des examens de reprise qu'il n'y a pas, mais les préalables, faites attention aux préalables. Dans votre cas, il n'y en a pas beaucoup, mais il peut arriver qu'un cours soit préalable à un autre cours. Si vous l'abandonnez ou vous l'échouez, vous ne pourrez pas faire le cours qui suit. Par exemple, souvent, le cours d'apprentissage automatique est peut-être préalable au cours de réseau de neurones. Donc, si vous échouez le premier, ça va être difficile de faire le deuxième. Donc, oui. On avait certains cours qu'on nous proposait pour la maîtrise, qui nous demandaient de valider certains autres cours pour les élèves internationaux, on a validé des cours équivalents dans d'autres universités. Quand vous venez d'une autre université, les préalables s'appliquent moins. Sauf si vous faites un programme ici, puis les préalables font partie du même programme que vous faites actuellement. Et évidemment, il y a certains cours qui ont des préalables dans notre baccalauréat à nous, mais on ne vous les demandera pas. On va juger que vous avez fait l'équivalent dans votre pays d'origine. Le plagiat. Aucun plagiat n'est accepté. Évidemment, il faut connaître la définition du plagiat. Moi, j'ai déjà vu un plagiat, c'est quelqu'un qui me remet un travail pratique, un programme. C'était la copie d'un autre équipe. Il avait juste oublié d'enlever le nom des auteurs dessus d'origine. C'est facile à deviner que c'était un plagiat. Mais bon, tout ça pour dire que même si vous changez le nom d'origine, c'est du plagiat quand même. Okay? Du plagiat, c'est si vous prenez, vous allez sur Internet, vous voyez un texte qui donne une réponse presque bonne pour votre
question à laquelle vous allez répondre, vous copiez-coller, c'est du plagiat. Souvent, quand on fait ce genre de choses, il faut mentionner où on a pris l'information. Et avant que la question se pose, ChatGPT, c'est du plagiat. C'est plate. Mais vous pouvez vous servir de ChatGPT pour aller chercher de l'information. Mais vous ne pouvez pas prendre l'information directement et la mettre. Vous pouvez prendre l'information, la lire et l'utiliser comme si c'était un manuel de cours que vous utilisez pour votre cours. Mais vous ne pouvez pas utiliser ce qu'il vous fournit pour copier-coller. C'est-à-dire que si on cite ChatGPT, il faut marquer la citation de ChatGPT. Si vous utilisez les éléments de ChatGPT, vous pouvez le citer. Il faut toujours citer ses sources, autant que possible. Bon, il y a d'autres formes de plagiat, c'est tout écrit, et chaque plan de cours, il y a une feuille à la fin dans laquelle il est écrit qui définit le plagiat, c'est quoi le plagiat. Si on vous prend à plagier, généralement, souvent, une première offense, c'est 0 pour le devoir, l'examen ou autre, et la deuxième offense, c'est exclusion de l'université. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'exclusion d'université, mais il y a eu beaucoup de 0. Même si on pense qu'on peut plagier facilement, il y a des outils pour détecter le plagiat aussi. Donc, ça existe. Oui. Je voulais juste donner une précision que si jamais vous utilisez ChatGPT, ça peut être correct aussi pour commencer quelque chose. Soyez conscient que c'est souvent erroné l'information qui est donnée là-dedans. Comme vous êtes déjà à un niveau d'études supérieures, c'est une bonne idée de commencer à vérifier l'information que vous allez trouver là-dessus. Ça serait le minimum avant de commencer à citer ChatGPT comme ça. Voilà. Ouais. Bon, le département fournit un certain nombre de laboratoires qui contiennent tous les logiciels utilisés dans nos cours. Donc, tous nos laboratoires sont, en bon français, dual boot. On a dit, sont Linux et Windows. Les laboratoires sont au D4. Ici, on est au D7. Un jour, vous allez vous retrouver dans ce conglomérat de bâtisses. Au D4 1023, au D4 1017 et au D4 023, c'est-à-dire au sous-sol, c'est des laboratoires qui contiennent des ordinateurs. Certains ont des cartes graphiques pour certains travaux, quand vous travaillez en infographie, par exemple, ou en parallélisme. 024, c'est maintenant un local de travail. Vous pouvez vous installer avec votre propre ordinateur pour travailler. Pour avoir accès, ça vous prend votre CIP, votre identificateur personnel. Ici, tout le monde appelle le CIP. Ça veut dire code d'identification personnelle. Et il faut être inscrit au moins un cours du département, ce qui ne devrait pas poser de problème dans votre cas. Et à partir de, vous ne devriez pas en avoir besoin, mais au département, il y a un centre d'aide informatique qui est ouvert, que les gens peuvent aller consulter s'ils ont des problèmes avec certains éléments. C'est souvent assuré par des personnes étudiantes, premier cycle et deuxième cycle, mais comme vous êtes au deuxième cycle, vous ne devriez pas avoir besoin de ça. Mais si vous voulez participer à ça, c'est ouvert. Si vous sentez l'âme de personnes pour aider les autres, le centre d'aide informatique recrute souvent des gens pour faire des consultations auprès souvent les premières années de bac qui commencent en informatique. D'ailleurs, si vous avez besoin de travail, il y a certains cours aussi qui recherchent des assistants dans les cours. Donc, c'est aussi ouvert aux personnes qui sont à la maîtrise. Donc, personnes qui sont en accueil diplômant, double diplôme, vous devriez normalement avoir 4 cours de 3 crédits cet automne, 4 cours de 3 crédits cet hiver, et vous partez en stage cet été. Pour le stage, soit vous le faites ici au Québec, soit vous le faites, vous retournez en France ou dans votre pays d'origine et vous le faites dans votre pays. Et vous avez le choix, normalement, si vous êtes qui est ici suite à une entente d'accueil diplômant, double diplôme. OK, ça va être plus simple de dire qui est ici, n'est pas ici dans le cadre d'un accueil diplômant, un double diplôme. OK, vous êtes en maîtrise de type recherche pour plusieurs. Il y en a qui sont en maîtrise de type cours sans accueil, sans reconnaissance. OK.
OK. Donc, vous n'avez pas de crédit reconnu, vous faites vraiment la maîtrise au complet. OK. Dans les personnes qui ont des crédits reconnus partant en stage cet été, pour les autres qui arrivent en maîtrise, qui commencent la maîtrise, qui ont 45 crédits à faire, il est possible que votre stage soit ailleurs que la maîtrise. Oui. Tu peux faire 5 cours. À ce moment-là, normalement, pour ta maîtrise, tu en as besoin de 8 cours seulement. Si tu en fais plus, ça va être des crédits de plus. On ne peut pas t'empêcher d'en faire plus, mais ça te donne pas. Hein? Oui, on peut vous refuser d'en faire plus. Mais il faut demander à aller voir Julie dans ce temps-là pour voir si vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez toujours aller vous asseoir dans un cours comme on appelle auditeur libre. Comment dire, vous ne serez pas inscrit officiellement. Vous demandez à l'enseignant d'assister à son cours et d'assister. Le stage. Bon, on vient de parler que le stage peut être effectué au Québec. S'il est effectué au Québec, vous devez absolument avoir un permis de travail. Est-ce qu'il y en a parmi les personnes qui sont en double diplôme, qui pensent pouvoir faire le stage au Québec, qui pensent vouloir faire le stage au Québec? OK. Gardez les mains hautes. Laissez les mains des personnes qui n'ont pas de permis de travail encore. OK. Dépêchez-vous parce que ça va vous prendre un permis de travail rapidement. Je pense que Julie pourrait vous aider. Vous pourriez faire la demande tout de suite. Excuse. OK. Les personnes qui n'ont pas de permis de travail, qui voudraient faire le stage ici, restez ici après la rencontre, à la fin. Okay? Parce qu'il va falloir faire la demande tout de suite. Restez tout de suite. OK. Donc, le stage en maîtrise, c'est une activité pédagogique. Donc, vous allez avoir un plan de cours. Vous devez vous inscrire à l'activité. Même chose que vous inscrivez au cours. Donc, vous allez avoir une convention de stage, un rapport de stage à faire à la fin. Donc, le service de stage déplacement est ici. Ils vont venir se présenter. Donc, on vous laisse la parole. Je vais remettre ça là. Oh. Non, il est parti dans le coin. Okay. J'imagine qu'on peut faire débuter diaporama. C'est où, là? Il est là-bas, il n'est pas là. C'est pour ça que c'est moins commode. Diaporama. Démarrer la première. Voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'Université de Sherbrooke, bienvenue au Québec pour ceux qui arrivent de l'extérieur et tout ça. Faire de plaisir, là, de quel pays, mettons, à quelques voix, là, mettons, de quel pays de provenance? On va commencer. La France. Oui, OK. C'est bon. Le Maroc. OK. La Belgique. Autre pays. Algérie. Togo. Togo. Tunisie. Oui. Cameroun. Le Bénin. Tunisie. Oui. Ah, merci. C'est fun de vous recevoir à l'Université de Sherbrooke. Écoutez, nous, on est le service des stages et du développement professionnel. On est là pour votre activité que Gabriel vous nommait, l'activité IFT 850. Vous avez un stage obligatoire pour ceux qui sont à la maîtrise de type cours. Hein, vraiment. Alors, vous allez avoir une activité de stage obligatoire, mais on ne vous laissera pas seul dans cette activité de stage-là. On va être là pour vous accompagner et vous aider par rapport à cette activité de stage. Juste vous faire une petite présentation, là, parce que je ne prendrai pas beaucoup de temps. On est une équipe de 65 personnes qui sont à l'emploi du service des stages. On a 4 équipes, dont une équipe de préparation au stage, une équipe d'accompagnement au stage, une équipe marché du travail, puis une équipe des opérations qui soutient toutes les autres équipes là, au niveau des tâches administratives. Oh, mon zéro, il a décalé. C'est plus de 5000 stages par année que les étudiants de l'Université Sherbrooke font. Oui, non, c'est ça. C'est plus de 5000 stages là, à ce niveau-là.
l'équipe préparation, c'est une équipe de 8 personnes, dans le fond. Le but, c'est de vous offrir une préparation de qualité. On veut vous aider à ce que vous soyez prêts quand vous allez rencontrer les employeurs. Ce qu'on va vous aider à faire, je vois vraiment, j'ai un décalage. CV. Alors, travaillez votre curriculum vitae avec vous, l'adapter au Québec pour qu'il parle à des employeurs québécois. Si vous voulez faire des stages dans le Canada également ou en Amérique du Nord, si vous voulez faire des stages à l'extérieur, dans votre pays de provenance, peut-être que vous êtes mieux équipé que nous pour savoir qu'est-ce que les employeurs recherchent. Mais si vous voulez faire... Oui, oui. Un élément qu'on ne vous a pas dit, pour le stage, vous n'avez pas à chercher votre stage. C'est le service de stage de placement qui les cherche, qui les trouve pour vous, en général. Vous pouvez toujours chercher vous-même votre propre stage, mais généralement, c'est le travail du service de stage de placement de trouver des employeurs, de trouver des entreprises. Et normalement, il y a une période dans l'année où on vous dit les stages sont affichés, allez, vous allez sur le site Trivio, qui est le site des stages, vous choisissez les stages qui vous intéressent, vous cliquez dessus, et automatiquement, il envoie votre CV aux entreprises et vous êtes convoqué en entrevue, soit virtuelle ou soit ici sur le campus. Donc, vous n'avez pas à trouver vous-même le stage. Il peut arriver que vous trouviez des stages par vous-même. Ça va être accepté aussi, mais à certaines conditions. Okay. Donc, les deux sont possibles. Hein? En général, le service de stage et placement s'occupe de vous trouver un stage. Oui. Ça marche au Québec? Ça marche juste au Québec. Si tu veux retourner en France faire un stage, on doit que tu trouves, soit ton université d'origine va le trouver, soit toi-même. Mais le service de stage et placement a parfois des stages ailleurs au monde. J'ai déjà eu des stages en France. Oui, tout à fait. Ailleurs. Si vous retournez dans votre pays de provenance pour trouver votre stage, vous êtes à ce qu'on appelle en démarche personnelle. Vous êtes en démarche autonome pour trouver votre stage. Mais il peut arriver que vous dites, je veux faire un stage à l'international, mais dans un autre pays. Mais là, nous, on peut aussi vous accompagner par rapport à ça. Mais ce que je vous dirais, c'est qu'au début, ce qui est très important, c'est la préparation. Parce que si vous voulez chercher un stage au Québec, de vous assurer que votre CV est à jour, de vous assurer qu'il va parler à des employeurs québécois. Ce qu'on fait aussi, on vous donne un petit peu des façons de chercher parce que oui, on va publier des offres de stage sur Trivio, mais vous allez postuler comme on postule sur un site d'employabilité. Hein? Puis des fois, vous êtes plusieurs à postuler sur les mêmes offres de stage. C'est important la préparation parce qu'on vous dit avec votre profil à vous, avec vos expériences à vous, comment vous démarquer auprès des employeurs. Puis, on vous donne de l'information puis des conseils aussi sur le fonctionnement du processus du service des stages, comment on fait pour appliquer sur les offres de stage, comment on fait pour déposer nos candidatures, quand on est convoqué à une entrevue, ça fonctionne comment. On va toutes vous donner ces informations-là. Si les gens veulent faire des démarches personnelles aussi au Québec, c'est-à-dire qu'ils ont visité certaines entreprises auprès desquelles ils veulent faire des démarches, mais on peut aussi vous accompagner à dire bien, comment vous pouvez vous y prendre au niveau des stratégies pour pouvoir faire vos propres démarches. Oui? Pour venir vous rencontrer à partir de quand? Mi-octobre. Si vous partez en stage à l'été, là, on commence à faire la préparation dès mi-octobre. Puis je vous dirais, n'attendez pas. N'attendez pas avant de commencer votre préparation. On l'a vu au niveau du marché en informatique. Oui, il y a beaucoup de possibilités, mais la dernière année, on a vu qu'il y a eu une contraction du marché un petit peu, je vous dirais, là, dans le sens que vous savez que les gros, là, les gros de l'informatique avec les taux d'intérêt, tout ça, ont fait des mises à pied, tout ça. Ils se retrouvent déjà sur le marché du travail expérimentés. Fait que les gens qui ont un petit peu eu plus de difficultés, c'est les gens qui étaient à la recherche de leur premier stage. C'est pas qu'il n'y en a pas d'offres, mais il faut ouvrir ces opportunités, puis il ne faut pas attendre non plus avant de se préparer. Puis quand le processus débute d'affichage d'offres de stage, il ne faut pas attendre non plus avant de postuler en tant que tel. Je vous avertis parce qu'il y a eu des étudiants qui ont été déçus de l'année dernière, je ne me trompe pas. Là, Parce que ça va commencer vite au retour à l'hiver, ça commence dès le 15 janvier, là, plus ou moins. Le mi-janvier, c'est déjà les affichages pour trouver son stage pour l'été. Donc, les meilleures offres, des fois, surtout à la maîtrise, des fois, vous avez des domaines plus particuliers que vous allez chercher. C'est surtout dans les premiers affichages, là, fait qu'il faut être présent. Il faut être prêt. Donner nos couleurs là, tout de suite aux entreprises là, pour pouvoir être compétent. Tout à fait. La deuxième équipe, c'est l'équipe d'accompagnement. L'équipe accompagnement, c'est une... Oui, il y avait une question? Pour la première partie de la question, c'est
Ce qu'on a fait l'été passé, puis je pense que ça va être la même procédure là, pour l'été prochain, c'est tout ce qui est Nord-Amérique, ça va être le service des stages qui s'occupe là, de l'accompagnement, du suivi et tout. Si vous retournez en Europe ou dans votre pays, là c'est votre université d'origine qui s'occupe plus de l'accompagnement. Donc, oui, dans une autre province canadienne, on a une conseillère, là, Annie Ménard, qui s'occupe des stages hors Québec, puis qui peut donner un accompagnement pour ça. Pour la deuxième question, nous, puisque c'est un accommodement, là, les stages à la maîtrise qu'on fait avec, nous, on s'occupe surtout des stages au niveau baccalauréat, dans le fond, avec les cursus qui sont toujours aux 4 mois. On demande le plus possible là, que les stages soient dans le même format là, que les stages là, du coop. Puis pour répondre tout de suite, les bidiplômants, des fois, vous devez faire un 6 mois ou 8 mois avec votre université. Ça, c'est possible aussi. Là. Julie va y revenir. Oui, on devance un peu. Je me disais que c'était ça la question. C'est un point, on a une stagiaire cet été qui a commencé au premier. Ben, c'est ça, il y a des possibilités, mais les stages vont être affichés. Généralement, votre session finit à fin avril. Normalement, les stages commencent au début. L'important, c'est d'en jaser. Puis si vous avez des questions, vous allez avoir justement des personnes attitrées. Comme l'équipe accompagnement, elle est là. La préparation, on vous prépare avant les affichages. On vous accompagne durant les affichages, mais vous allez aussi avoir une équipe accompagnement qui, quand vous allez être en stage ou avant de débuter votre stage, parce que la recherche de stage peut être plus courte, elle peut être plus longue. Si elle est plus longue, des fois, les gens au niveau de l'équipe accompagnement vont vous aider de façon beaucoup plus personnalisée pour vous aider à trouver le stage. Puis, en même temps, c'est des gens qui sont là pour vous accompagner au besoin. Si vous vivez des difficultés pendant votre stage, dans votre milieu de stage, ce sont des gens qui deviennent vos personnes ressources pour vous accompagner. Elles vont faire systématiquement un suivi aussi avec la personne qui vous supervise en milieu de stage pour voir si tout se déroule bien. Fait que c'est vraiment votre personne lien entre l'université et le milieu de stage. Fait que tout ce qui touche l'employabilité, tout ce qui va toucher les suivis personnalisés, vous avez besoin de conseils, d'informations. Ce sont des gens qui sont vraiment connectés sur le marché du travail. Ils sont là pour vous accompagner puis vous aider. On a une équipe marché du travail aussi qui offre des activités complémentaires. Si des fois vous dites, ah, OK, j'ai fait ma préparation, mais j'aimerais ça bonifier mon réseau LinkedIn. J'aimerais ça, tu sais, vraiment me démarquer sur LinkedIn. J'aimerais ça, tu sais, travailler mon profil, réseauter au Québec, voir les employeurs. Bien, on a des ateliers qui sont donnés par cette équipe-là aussi, qui sont sur base d'inscription. Alors, vous pouvez toujours vous inscrire. Ça, c'est complémentaire à votre préparation régulière là, pour partir en stage. Mais si vous voulez apprendre à réseauter, si vous voulez maximiser votre profil LinkedIn, si vous voulez faire des démarches autonomes, puis vous cherchez des outils pour faire des démarches auprès d'employeurs, que ce soit dans votre pays ou d'origine ou que ce soit au Québec, vous pouvez utiliser ces services-là. Il y a aussi un infolette qui s'appelle le radar sur le marché du travail. Ça rouvre aussi sur le marché du travail. Qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail? Mais c'est sur inscription. Et cette équipe-là s'occupe de faire cette veille-là sur le marché du travail et d'offrir ces activités complémentaires-là. Vous allez avoir une journée aussi, une journée en génie et informatique les 13, j'ai marqué 13 et 14 septembre. 13 et 14 septembre. Fait au niveau du centre culturel, oui, journée carrière. Bonne opportunité de rencontrer des employeurs, d'échanger avec des employeurs avant les affichages. Des fois, ça fait remettre un CV. Fait que des fois, là, c'est intéressant. Ou d'aller juste chercher à avoir de l'information sur certaines entreprises qui pourraient vous intéresser. Les critères d'un stage pratique, c'est pas compliqué. Il faut que ça soit rémunéré. Alors, il n'y a pas de stage d'observation, ce sont des stages pratiques. Vous allez faire des vrais mandats, vous allez travailler, vous allez avoir des responsabilités, des tâches. Il faut que ce soit un stage qui est rémunéré. C'est un stage qui peut être de 12 à 15 semaines. Si vous avez des ententes avec vos établissements d'appartenance pour faire des stages de 6 mois, et c'est ça qui est reconnu, il y a toujours moyen dans la préparation de vous aider à en parler avec les employeurs pour offrir la possibilité d'offrir un stage d'une durée de 6 mois, parce que vous allez voir qu'est-ce qui est affiché comme offre de stage, c'est souvent des durées de 4 mois. Alors, si vous avez un stage de 6 mois à faire et plus, bien, on peut regarder en préparation comment en parler avec l'employeur puis offrir à l'employeur. Puis cet été, moi, tous les étudiants qui avaient besoin d'un 6 mois, c'est souvent pas un enjeu parce que les employeurs sont contents de vous avoir plus longtemps. Parce que les premières semaines, c'est les semaines où il y a plus d'adaptation, plus d'accompagnement et tout. Puis souvent, vous êtes plus productif vers la fin du stage. Donc, eux, ils ont tout accepté là, sans trop de problématique d'ajouter le nombre de semaines là, qui convenait à l'université avec l'université d'origine.
Tout à fait. Puis, oui? Normalement, avec les accords universitaires, normalement, étant donné qu'on embauche des diplômes, on doit se mettre aux normes de stage de l'université qui accueille, et pas forcément la même. Oui, vous allez avoir à cet effet-là une convention de stage. Un coup, vous avez trouvé votre stage, dans les premières semaines du stage, vous avez une convention à faire compléter qui va être répartie entre l'employeur, vous et la faculté. Alors ça, on vous aide aussi à regarder là, comment, là, quand est-ce là, remplir ça, là, cette convention de stage-là. Ajouter un petit élément supplémentaire. Si toutefois votre stage dépasse la période, disons, si vous êtes légal, je sais que ça soit plus, mais assurez-vous de bien vérifier votre permis d'études qui n'est pas au 31 août 2024. Et si ça dépasse et que vous pouvez, invitez-vous à renouveler un permis d'études, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que vous avez fait votre convention de stage, vous avez vos dates de stage, vérifiez que votre stage couvre tout à l'intérieur de la durée de votre permis d'études. Sinon, il faut le renouveler d'avance, parce que c'est quand même des délais. Il y a des délais, c'est très important, là, ce que Julie vous nomme là. Oui, tout à fait. Il faut que votre stage soit en lien avec votre domaine d'études. Je veux juste vous dire que quand on fait des affichages d'offres de stage sur notre système, c'est comme un buffet. Il faut s'assurer que ça correspond aux critères de votre plan de cours là, au niveau de IFT 850, parce que c'est vous qui allez choisir sur quelle offre vous allez postuler ou non. Par exemple, si vous êtes dans la maîtrise cheminement intelligence artificielle, vous devriez chercher des stages en intelligence artificielle. Si vous êtes en cheminement cybersécurité, vous devriez trouver des stages en cybersécurité. Si vous êtes informatique co, ben là, vous avez le champ ouvert plus large. Mais nous, ce qu'on avait dit, c'est des fois, ça peut être une portion du stage. Oui, ce n'est pas tous les stages, mais qu'au moins le stage touche quelque part. Puis, il faut que vous ayez une personne sur place en milieu de stage qui fasse office de superviseur, que ce soit vraiment quelqu'un qui vous supervise dans le cadre de vos mandats en tant que tel. Comment trouver un stage? On en a un peu parlé, fait que je vais aller rapidement, mais vous avez le processus de placement avec Trivio, c'est-à-dire que vous avez des offres de stage qui sont affichées sur une plateforme qui s'appelle Trivio, puis vous pouvez postuler sur ces offres-là. Vous avez aussi ce qu'on appelle des démarches personnelles. Certains étudiants ou étudiantes vont dire, bien, moi, j'ai visé certains types de mandats ou certains types d'entreprises, puis j'aimerais ça les approcher moi-même et faire reconnaître par la suite mon stage. Ça, c'est possible. Puis il y a des stages entrepreneuriaux aussi. Pour des gens qui veulent se partir leur propre entreprise, on le permet aussi, mais c'est rarement un premier stage, je vous dirais, là, à ce niveau-là. Par exemple, il y a une personne à la maîtrise qui s'est trouvé un stage par elle-même au Japon. Elle a fait des démarches personnelles avec une compagnie au Japon. Elle a trouvé le stage. Elle est allée passer 6 mois au Japon pour son stage. Donc, ça arrive, des démarches personnelles. Tout à fait. Ailleurs dans le monde. Oui, puis vous pouvez profiter de la préparation, de l'accompagnement quand même, là, tu sais. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Juste vous donner un petit topo, là, les stages, là, juste pour vous donner une petite idée, là, la majorité des stages vont s'effectuer dans la grande entreprise de 500 employés plus ou la PME, c'est-à-dire des organismes, là, des petites et moyennes entreprises. Mon Dieu, j'ai des décalages dans mes... Montréal, 47% des stagiaires 2021, 2022, 2023, début 2023, étaient situés dans la région de Montréal pour effectuer leur stage. 20% en Estrie, 15% à Montérégie. Ce qui veut dire qu'il faut être mobile. Les stages, on en a partout au Québec, on en a hors Québec, on en a à l'international, mais si vous restez au Québec, il faut être conscient qu'il peut y avoir une certaine mobilité à y avoir pour votre stage en tant que tel. Et il y a des étudiants, justement, cet été, qui sont allés autant dans le Bas-Saint-Laurent qu'en Abitibi. Ça leur a permis de découvrir le Québec en même temps là, pour faire leur stage. Puis les employeurs les aident à chercher du logement souvent. Fait que si vous voyez une offre intéressante là, qui est ailleurs, n'hésitez pas à postuler et à discuter des opportunités de logement et tout en entrevue, là, pour voir les possibilités avant de le mettre de côté directement. Tout à fait. Juste pour vous situer, tout le monde est arrivé à Montréal en avion. Vous savez où c'est Montréal. Quand vous êtes venu en Estrie, vous avez passé par la Montérégie. Donc, la Montérégie, c'est entre Sherbrooke, c'est entre l'Estrie. Sherbrooke est en Estrie.
Entre Sherbrooke et entre l'Estrie et Montréal, c'est la Montérégie. Le quart de l'Abitibi, là, c'est dans le nord. C'est ça, c'est les extrémités plus du Québec. C'est des endroits un peu plus. Très bon point. Hein? Des fois, il faut vous situer. C'est vrai que c'est nouveau hein, par rapport à ça. Au niveau des stages, il peut y avoir des stages qui touchent la conception, l'analyse, la recherche, le développement, la maintenance. Juste vous donner quelques petits exemples de postes qui ont été affichés, là, mais c'est pas exhaustif, là, ça va plus loin que ça, mais comme un stagiaire en ingénierie d'infrastructure, stagiaire en analyse, développeur d'applications, développeur de logiciels, full stack, de web, stagiaire en sécurité de l'information, scientifique de données, développeur BI, analyste. Ça, c'est des choses qui ont été affichées déjà dans les offres de stage, qui ont été des placements comblés. Puis, juste vous donner quelques noms d'entreprises, là, comme on parle Agropur, c'est une grande entreprise, BRP aussi, c'est un fleuron québécois, Hydro-Québec, Michelin qui était Camzo, qui est à l'international, le SUS qui était l'établissement de santé d'hôpital ici là, en Estrie, Ubisoft, l'Université de Sherbrooke aussi, parce que des fois, l'Université de Sherbrooke offre aussi des stages là, par rapport à ça et bien d'autres. Mais c'est juste pour vous donner un petit topo là, de ce qui peut exister. Ça va? Je ne sais pas si tu as d'autres. Ça va. Rémunération, dans le fond, au niveau de la rémunération, vous voyez, là, c'est aussi basé sur les statistiques des salaires des étudiants stagiaires de l'année précédente. Vous voyez, là, que la moyenne est autour de 24,36 là, au niveau du salaire. Le plus élevé, 38 et ça vous donne une idée. Et ça, c'est tout disponible sur notre site Internet. Mais c'est juste pour vous donner une idée. Des fois, on veut voir un peu, puis vous allez voir sur les offres de stage qui sont affichées, certains employeurs vont indiquer déjà le salaire offert, d'autres non, ça va être à discuter durant l'entrevue. Et encore là, la préparation peut vous aider à savoir comment apporter cette question-là sans que ça soit quelque chose qui vous pénalise là, par rapport à ça. Le salaire minimum au Québec, lui, est de 15 de l'heure. Ils sont 4 € et quelques là, en France. 35 heures, oui. Bien, ça dépend. Et plus. En général. Entre Et plus. 35 et 40 heures. Donc, 24 de l'heure, 35 heures par semaine, ça donne à peu près un salaire hebdomadaire d'environ 800 à 1000 $ par semaine. Ça vous donne une idée parce qu'effectivement, quand Stéphanie a dit au niveau du stage, c'est une durée de 12 à 15 semaines à temps plein. Hein? Ce n'est pas du temps partiel. Ça, c'est très important. Là. Ça peut être des 35 heures et plus par semaine. Je veux juste vous dire, vous n'aurez pas à courir après le service des stages et du développement professionnel. Nous, on va vous informer quand ça va être le temps de votre préparation. On va vous envoyer un courriel. Quand vous allez recevoir des courriels de SSDP, là, c'est important. Ça veut dire que c'est des informations pour vous dans le cadre de votre stage. Alors, on va vous le dire, votre préparation, on vous invite à une rencontre. Puis la première étape, ça va être une rencontre à la mi-octobre. On va vous informer des dates en tant que telles. Puis Julie m'avait nommé l'importance du permis de travail, mais je pense qu'elle en a discuté là, un petit peu. Là. Si ce n'est pas déjà fait, faites votre demande de permis de travail. Il y a des étudiants qui avaient trouvé un stage, qui n'avaient pas de permis de travail, puis malheureusement, ils n'ont pas pu faire leur stage. Ils ont été obligés de faire un changement qu'on appelle d'agencement pour repousser leur stage. Fait que faites-le. Il peut y avoir des délais d'attente assez longs. Puis vous allez être tranquille quand vous allez faire votre demande. Puis si jamais vous avez fait votre demande, vous avez un accusé de réception, mais vous êtes en attente, vous pouvez nous envoyer un accusé de réception que vous avez reçu pour dire oui, c'est en cours, puis ça va. Là. Mais dès qu'on vous invite pour les activités de stage, assurez-vous que ces démarches-là sont entreprises. Oui, c'est bon. C'était aussi sur l'élément d'avant. En fait, à partir de maintenant, avec quelques jours, quelques semaines avant, toutes les communications, vous allez les recevoir sur notre adresse ucherbrooke.ca. C'est plus sur vos adresses personnelles. Suivez ça là, quotidiennement. Toutes les communications de l'université vont passer par ucherbrooke.ca. Mais s'il y en a qui n'ont pas réussi encore à se connecter à leur adresse courriel Sherbrooke, c'est bon? Ça ferait le tour pour nous. On peut rester un peu à la fin si vous avez des questions parce que je ne veux pas prendre trop de temps sur le reste de la présentation. Oui, par rapport à ça. Fait que, on sera là si vous avez des questions à la suite. Là, je n'hésite pas. Là. OK. Donc, tout ce qu'il fallait savoir sur les stages, vous le savez, presque. Donc, on va donc continuer.
Stage. Bon, la rentrée d'automne au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, le mardi 29, le mercredi 30 et le jeudi 31, de 9h à 17h, puis le jeudi, je l'arrête à midi. Tous les services sont regroupés pour que vous puissiez aller payer vos frais de scolarité, obtenir votre carte étudiante. Bon. Je peux en parler. En fait, c'est ça, c'est très important. Si vous n'avez pas encore vos cartes étudiantes, c'est vraiment à partir de demain, vous allez faire la feuille administrative. De d'avoir en main votre CAQ, passeport, permis d'études, relevez une note si on vous l'a demandé quand vous avez obtenu votre demande d'admission. Vous devez tout apporter ça et vous rendre au centre culturel. Vous allez suivre un parcours, vous allez commencer par la première étape des assurances, ensuite pour les copies de tous les documents d'immigration pour en saisir à votre dossier étudiant. Et ensuite, valider si vous avez bien payé votre dépôt de confirmation. Généralement, vous avez dû payer un dépôt de confirmation, là, pour ça fait 300, et quelques exceptions près, il n'y en a pas parce que vous avez des ententes avec votre communauté. Donc, ça, c'est important d'y assister pour ça. Mais également, il y a plein de kiosques d'informations sur toutes sortes de thèmes là, sur le campus de l'université. Et vous avez même accès à un bazar. Si vous manquez des choses sur votre cuisine pour des achats pour cours pédagogiques, c'est le fun, vous allez faire des trouvailles à faible coût, ça fait des gratuits. Donc, on vous invite à aller au centre culturel. Et je crois que vous pouvez même récupérer un agenda. C'est ça. La carte étudiante est importante parce qu'elle vous donne accès à différents services, et en particulier au transport en commun et accès libre. Si vous avez votre carte étudiante, c'est gratuit. Presque. Vous l'avez déjà payé, en fait. Oui. Vous avez parlé de payer les frais de scolarité. Comment est-ce que ça se passe? Il faut payer la totalité de l'année, il faut payer mois par mois, il faut payer. Après, c'est surtout les dépôts de confirmation. Pour les frais de scolarité, dans quelques semaines, vous allez recevoir une facture dans votre dossier étudiant, comme quoi il y a des frais de scolarité que vous devez payer avant le 15 octobre sans intérêt. Si vous n'avez pas payé à partir du 15 octobre, il va y avoir un intérêt qui va s'accumuler sur votre facture. Mais la facturation, elle va sortir dans les prochains jours, prochaines semaines, selon ceux qui sont facturés ou non. Là. Il y en a sur tout le monde qui peut prendre les factures, mais c'est comme ça, ça change. C'est par session, c'est par... Oui, c'est par session. Vous avez la facture pour la session courante seulement. OK. Belle image du campus. Savez-vous où vous êtes? Le D7 en vert, en haut. On va... En fait, si j'avais un grand bâton, si j'étais plus grand, je pourrais vous le pointer, là, mais le D7, c'est ici. OK? Vous êtes ici. La faculté des sciences, c'est la bâtisse. Bon, tout le complexe faculté des sciences, c'est le D. D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, puis D1. Le D1, le D2, le D8, puis le D5, c'est bio, chimie, physique. Le D3, c'est mathématiques et la faculté. Le D4, qui est ici, c'est le département d'informatique. Au deuxième étage du D3 et D4, c'est des salles de cours. C'est là que vous allez avoir vos cours. Et au D7, ici aussi, il va parfois avoir des cours. Quand les classes sont trop nombreuses, on les envoie à l'amphithéâtre aussi. Autre local intéressant, c'est le centre de service. Si vous avez des besoins administratifs, le centre de service, c'est la grande bâtisse toute vitrée qui est là. Là, exactement là. Hein? Si vous avez besoin, parfois, vous allez peut-être avoir besoin d'un relevé de notes officiel, de l'attestation, de tout ça, c'est vraiment au centre de service que vous allez avoir besoin. Ici, vous avez le B3 ici. C'est là que les 3 journées vont se situer. Donc, vous devez monter. Vous êtes ici. Voyons, on fait le trajet. Vous êtes ici, vous devez aller
là pour accéder aux différents, tout le regroupement des services qu'il va y avoir pour les 3 prochains jours. Okay? Et la salle à côté, le B6, c'est le service des stages et placements. Okay? Donc, le B1, B2, B3, B5, B6, c'est pas clair. Les B, c'est le centre administratif de l'université avec le service des stages et placements. Et là, ce B5, c'est le plus important, c'est la cafétéria. Si vous voulez aller manger. Aussi, si vous avez des manuels à acheter, il y a une bibliothèque qui est un coop qui vend toutes sortes de produits pour vos cours. Et c'est à peu près tout. Ah oui, le service à la vie étudiante qui est à bâtisse E. Donc, si jamais vous avez des besoins au point de vue psychologie, orientation, atelier, c'est à la service à la vie étudiante. Il y a même une super belle salle d'accès que vous pouvez aller passer. Vous pouvez étudier dans les locaux ici, mais vous pouvez même aller à cet endroit-là pour rencontrer. La salle d'accès là. Il y a aussi, c'est vrai, Carrefour d'information. Carrefour d'information. Et aussi, où est-ce que vous avez plein de informatiques, mais c'est sûr que nous, ici, le département, ça va permettre facile d'accès pour. Puis, si jamais vous voulez faire du sport, en jaune, en haut, à droite, c'est le centre sportif. Avec un stade intérieur, piscine intérieure. Si vous étiez sur le campus en fin de semaine, que vous avez pas connaissance de d'effervescence les jours de football, c'est vraiment. Football américain, hein? Ouais. Pas le football européen. Le football américain, c'est le ballon ovale. Le football européen, c'est le ballon rond. Pour le tour, je sais que certains ont des questions. Moi, je voulais juste vous faire un rappel super important parce que vous êtes majoritairement international ici. En fait, vous avez des documents d'immigration avec des dates d'expiration. Si vous avez le moindre doute que vous ne finirez pas dans les délais, renouvelez vos papiers 4 mois à l'avance. Attendez pas une semaine à l'avance, 2 semaines, ni un mois, c'est trop tard. Il faut vraiment s'y mettre à 4 mois à l'avance. À tous, je vous invite à vous mettre un beau petit rappel dans votre cellulaire. 4 mois avant son expiration, est-ce que j'ai besoin de renouveler mes papiers? Oui ou non. Collez un beau post-it sur votre cellulaire. Ça, c'est super important, ça va éviter cette situation problématique. Et aussi, si vous êtes en stage, certains, vous allez peut-être devoir remporter votre stage à la prochaine session, mais au moins, vous allez avoir votre appel. Ah oui, je vais renouveler mes papiers facilement. Oui. Il y a possibilité, à un moment ou à un autre, si on a une baisse de performance, de prendre un semestre de séjour. Interrompre les études pendant une semaine, c'est ça? En fait, au lieu de, par exemple, si on fait la session d'automne, la session d'hiver, et par exemple, En une pause à l'été pour relancer en automne comme ça. Chaque interruption d'études va être validée avec les programmes d'études. Dans le fond, que ce soit le directeur de recherche ou non, ou les encadreurs, vérifier si c'est possible d'interrompre les études. Je vous dirais qu'à l'été, il y a possibilité d'interrompre les études sans avoir de pénalité dans votre parcours académique. C'est la seule session de l'année où est-ce que si toutefois vous n'avez vraiment pas trouvé de stage, vous dites, ben, je prends une pause. L'été, il n'y a pas l'obligation d'être à temps complet. Mais il faut s'assurer que ça a été validé, justifié et que les gens du département, dans votre dossier étudiant, ça soit conforme à votre parcours académique. Ça dépend aussi si vous êtes en double diplôme. Votre université d'origine a peut-être un mot à dire aussi. Ici, vous pouvez, mais vous risquez de tomber à temps partiel aussi. Donc, là, il y a des problèmes, d'autres problèmes qui arrivent, comme le permis d'études, des choses comme ça, à temps partiel, c'est un peu plus problématique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Est-ce qu'il y a quoi? Une initiation? Il y en a pour les étudiants de premier cycle. Pour le deuxième cycle, vous êtes chanceux. Hein? Parce que les gens qui sont avancés dans la maîtrise, ils sont déjà partis. La maîtrise dure à peu près 1 an. Donc, quand vous arrivez, vous êtes les seuls à la maîtrise de type court, on s'entend.
Dans la maîtrise, ici, parce que les Québécois font un bac. Et 95, 96%, 97% des gens qui ont un bac ici trouvent un emploi à terminé. C'est pas comme la licence. La licence, c'est pas vraiment terminal, mais le bac nord-américain est terminal. Il peut être terminal comme étude et terminal pour la grande majorité des personnes. Et la part des Québécois connaissent le fonctionnement qu'on vous a expliqué, ils viennent de probablement de l'université, ils connaissent un peu. Mais oui, la plupart ne font pas de maîtrise. Sauf des maîtrises de type recherche. Et à ce moment-là, ben, ils ont le superviseur ou la personne qui les supervise, qui les guide. Donc, ils viennent tous. Oui, c'est pertinent. Pour quelqu'un qui vient de l'international avec une licence, c'est très pertinent, ça valide votre maîtrise, votre master et votre maîtrise en même temps. Et le taux d'employabilité est quasiment de 100%. Mais pour des étudiants ici, le taux d'employabilité après un bac est reconnu comme un diplôme pratiquement terminal, contrairement à la licence. Souvent. Pour répondre à votre question également, vous disiez c'est pour ça qu'il n'y a pas de Québécois ici. C'est que la rencontre est pour les étudiants internationaux, mais bien sûr, pendant vos cours, dans vos programmes, vous allez être avec eux. Parce que tout le monde n'est pas là, mais il va y avoir d'autres personnes. Donc, notamment des Québécois. Ouais. Oui, il y a une question aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre termes de travail et termes de stage quoi? En fait, toutes vos demandes que vous avez faites, c'est des permis de travail stage coop, qui est très différent d'un permis de travail au Canada. C'est un permis de travail permis. Ça, vous payez les frais de 155 $. Il y a tout un processus beaucoup plus ardu. Parce que tous ceux qui ont besoin des permis de travail, parce que vous avez des stages, fait partie de votre programme d'études, c'est la démarche du permis de travail stage 3. Elle est gratuite. Ça ne coûte rien, ce permis-là. Parce qu'il est associé avec votre permis d'études. Ça, c'est important quand on va se rencontrer, là, c'est terminé. Mais tous ceux qui n'ont pas encore leur permis de travail, restez ici. Je vais vous donner Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous souhaite une bonne session. Oui, ça ne sera pas long, je vais juste...